Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct, veuillez nous excuser de ce retard. D'habitude, nous vous retrouvons à midi tous les jours. Je vais tout vous dire, on a eu un gros dégât des eaux ici dans le studio et merci à toutes les équipes de nettoyage qui ont fait un travail formidable et surtout aux équipes techniques, à notre réalisateur aussi notamment, Adrien Pulby, qui a tout reconnecté et tout fonctionne. Avec Anthony Quindroy. Bonjour Anthony. Bonjour Sylvain. En plateau, Anthony Quindroy, journaliste résident de Ligne Ouverte et puis Thierry Rabillet, rédacteur en chef de Paris-Normandie. Bonjour Sylvain. Bonjour Anthony. On est là pour vous faire passer toute l'info dont vous avez besoin en régional. Rendez-vous de proximité tous les jours. Et puis, on est là aussi pour interagir, faire ce rendez-vous avec vous. Posez toutes vos questions, préparez-les. Le docteur Burel, le consultant médecin de PNTV, sera là dans 10-15 minutes. Donc, préparez vos questions médicales. Et puis, au sommaire, à 12h30, il faut s'occuper de l'économie, savoir ce qu'elle devient. Vous savez que tout le monde est très préoccupé. Nous aurons le directeur régional de la Banque de France en direct. On fera le point sur le secteur du bâtiment. Thierry Rabillet, quand le bâtiment va, tout va logiquement. Logiquement. Et là, c'est... Et là, actuellement, c'est complexe, puisque d'un côté, les entrepreneurs du bâtiment, il faut les comprendre, les chefs d'entreprise ont un souci avant tout de protéger leurs salariés par rapport à la pandémie. Donc, ils font tout pour mettre en sécurité leurs salariés. Et ils ont des injonctions aussi du gouvernement qui ont été martelées hier par le ministre du Travail, par le Premier ministre et même par la cellule de communication de l'Élysée sur il faut que l'économie continue, il faut que l'économie française fonctionne et il faut donc, ils incitaient les gens à aller travailler. Donc, vous voyez, c'est très complexe à gérer. C'est très complexe. Donc, le président de la Fédération française du bâtiment Rouen Métropole et Territoire, Olivier Roussaille, sera avec nous. Puis, on aura aussi un chef d'entreprise dans le secteur de la menuiserie qui va venir témoigner. Et enfin, au sommaire, avec Anthony Quindroy, on aura Richard Patry, qui est le président national de la Fédération française des cinémas. Un secteur encore qui a... un secteur qui a vraiment... Qui a pris cher dès le début de la crise. Exactement, on va reprendre cette expression, qui a pris cher, puisque tous les cinémas sont actuellement fermés, donc on aura plein de choses à aborder avec lui, notamment évidemment la situation des salariés aujourd'hui, les sorties à venir en France, voilà, comment ils voient l'avenir, enfin il y a beaucoup de sujets à aborder. Voilà, c'est le sommaire très complet de cette édition de vendredi. Oui, nous sommes en direct sur Facebook Paris-Normandie. Merci à vous d'être chaque jour plus nombreux. C'est parti pour Ligne Ouverte. Donc là, je reste en... Thierry Rabillet, on commence comme chaque jour par la une de Paris-Normandie. Toutes vos équipes travaillent en télétravail, mais vous sortez le journal tous les jours. Vous titrez aujourd'hui, vendredi, ça va être long. Et puis, il y a un surtitre sur le bandeau rouge, 241 personnes testées positives en Normandie. Je vous laisse commenter, réagir à cette une que vous avez avec vos équipes composées pour aujourd'hui. Oui, c'est un titre qu'on peut entendre de différentes façons. Ça va être long, parce que on pense que la période de confinement va être très longue. On est parti sur 14 jours, mais qui avaient été dites renouvelables. On va sûrement partir sur une période qui va être renouvelée. Depuis hier, le gouvernement laisse filtrer des informations, justement, via le conseil scientifique, qu'il va falloir prolonger cette période de confinement, qui perturbe la vie des gens, donc c'est difficile à communiquer, mais il faut s'y préparer. On va sûrement repartir sur 15 jours, voire on parle même de 40 jours, 60 jours, 70 jours. Donc ça voudrait dire que tout le mois d'avril, la population française serait confinée avec des mesures restrictives de circulation. Ça va être long pour trouver un remède. Ça va être long aussi pour les personnels soignants dans les hôpitaux qui s'attendent à des afflux de patients dans les jours à venir, notamment en région Normandie. On voit très bien que sur la carte de France, c'est le Grand Est qui est impacté. L'Oise, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, et que la Normandie va arriver dans une deuxième étape. Donc on est sur cette drôle de guerre qui arrive par nos frontières de l'Est, qui va arriver jusqu'à la Normandie. Donc l'attente est longue chez les personnels soignants, qui eux, pour l'instant, au CHU de Rouen, dans d'autres hôpitaux, ils sont en capacité de recevoir les malades qui sont actuellement hospitalisés, mais ils s'attendent justement à un afflux de patients dans les jours à venir. Ils sont déjà extrêmement mobilisés. Alors surtout, on est en direct, vous le voyez, vous le constatez, comme les 3 numéros précédents, les 3 jours précédents, eh bien, commentez, participez, nous relayons, je le dis à chaque fois, j'ai l'oreillette, posez vos questions, on essaie d'y répondre au maximum de ce que nous pouvons, bien évidemment. Anthony Quindroy, question traditionnelle, vous qui participez à la composition des articles, à la composition du journal chaque jour, en tant que journaliste, quel est le fait qui vous a frappé le plus, que vous retenez le plus en top of mind des 24 dernières heures? Là sur les choses qu'on a pu voir, on est beaucoup en contact évidemment avec les hôpitaux, avec le personnel soignant, et on sent qu'il y a vraiment une fatigue très importante qui s'installe chez eux. On sent que voilà, ils sont dévoués corps et âme pour juguler la crise, mais on se demande vraiment comment le système
va tenir, puisqu'ils sont à bout. J'avais un témoignage ce matin, alors non pas en région, mais de quelqu'un qui expliquait avoir été en contact avec des soignants dans le Grand Est, où il y a des burn-out, il y a les médecins et le personnel soignant en général est vraiment extrêmement fatigué. D'où l'importance de ne pas engorger les services d'urgence, de ne pas engorger les appels au 15 et de vraiment rester chez soi, on le répète encore et encore. On va aborder tout ça avec, encore une fois, restez bien avec nous, le docteur Burel va être en ligne et encore une fois, là c'est de l'information de proximité. On est tous en région, on est ensemble sur notre territoire et merci au docteur qui va nous rejoindre dans très peu de temps. Et je vais rebondir sur ce qu'a dit Anthony, il ne faut pas perdre de vue non plus que l'hôpital public est dans une forme de réorganisation depuis des mois. Il y a une réforme de la santé publique en France. Et donc, les hôpitaux sont sous tension. Il ne faut pas oublier que depuis des mois, il y a des grèves perlées, il y a des appels des médecins concernant le manque de moyens dans l'hôpital public français. Et donc, cette pandémie arrive dans une situation déjà de forte tension sociale, où il y a un manque de moyens crucial qui a été relevé par tous les personnels soignants, que ce soit les chefs d'hôpitaux, les ambulanciers, les personnels infirmiers, les personnels d'aides-soignantes, les personnels aussi qui s'occupent de toute la maintenance. Il faut penser aussi aux secrétaires médicales, aux gens qui font le nettoyage. Donc on est sous des hôpitaux sous tension depuis des mois. Il y a eu des manifestations, des mouvements sociaux. Et aujourd'hui, cette pandémie arrive alors que les équipes sont déjà extrêmement fatiguées psychologiquement et physiquement. Il n'y a jamais de bon moment, effectivement, pour une situation comme celle-ci. Mais là, je pense que c'est la pire de toutes pour on nous dit, messieurs, Thierry, Anthony, on nous dit sur les réseaux, on nous demande de rappeler, et vous avez bien raison d'ailleurs de nous interpeller sur le sujet, de rappeler le message, la consigne, restez chez vous. Une dame nous dit, je suis étonné de voir autant de propriétaires de chiens qui se promènent. Thierry, une réaction par rapport à ça ? Effectivement, les consignes sont plus ou moins respectées. Après, ce qu'on peut observer, nous, en étant basés sur les quais de Rouen, donc, qui sont devenus depuis des années un lieu de promenade privilégié des Rouennais et des Rouennaises, on s'aperçoit quand même depuis 48 heures qu'il y a une baisse de fréquentation de ces quais. Il y a une petite pointe en fin d'après-midi, milieu d'après-midi, avec beaucoup de joggeurs, effectivement. On a l'impression que la France se prend d'une passion pour le jogging. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui se passionnent pour le sport. Et donc, effectivement, les gens ont peut-être pris au pied de la lettre la déclaration d'Emmanuel Macron qui a dit qu'il faut continuer à faire du sport. Et donc, effectivement, il y a des néo-sportifs sûrement qui se créent depuis le début de la pandémie. Et donc, il ne faut pas en abuser. On rappelle, c'est à 2 km de chez soi, c'est 30 minutes de sortie. Et effectivement, attention aux excès, car on sait très bien que ce sont les interactions sociales qui sont propices à la propagation du virus. Alors justement, on nous pose la question, Thierry, on a tous constaté qu'un certain nombre de plages étaient fermées, l'accès était interdit, d'ailleurs pour nombre d'urbains d'ailleurs qui se sont repliés vers des territoires où ils possèdent une résidence secondaire. On nous pose la question, merci à vous, on est ensemble, vous réagissez, je vous remercie de le faire. Là, on nous pose la question, pourquoi l'accès des quais, à Rouen notamment, n'est pas fermé ? Et pour l'instant, il n'est pas fermé, parce qu'effectivement, c'est le seul endroit de balade quasiment des personnes du centre-ville, donc ils sont à moins de 2 km de la Seine. Mais effectivement, s'il y a des excès qui sont enregistrés, puisque les patrouilles de police ou même militaires sont tous les jours sur les quais, si des excès sont relevés au cours des prochaines heures, des prochains jours, il est possible qu'il y ait des restrictions, comme on l'a vu pendant l'Armada, avec des barrières qui seront mises en place, et un contrôle des quais, et effectivement une verbalisation quasi systématique des gens qui viendraient sans autorisation sur les quais de Rouen. Anthony et Thierry, on a souvent des réactions, là, puisqu'on est le 4e numéro de ce spécial Ligne ouverte, avec vous, pour vous, sur toutes les conséquences, l'impact du coronavirus en région. La question des SDF revient souvent. Et là, un internaute nous dit, comment est-ce qu'on peut verbaliser les SDF la question, c'est pas de verbaliser les SDF, c'est justement de continuer les maraudes, ce qui est fait actuellement par les services, habituellement les associations, aussi les services de l'État. Il y a un plan d'aide aux sans domicile fixe qui a été édicté hier. Il y a un fonds qui a été abondé, notamment en région par les préfectures qui vont gérer tout ça. Il y a des chambres d'hôtel qui vont être mises à disposition des SDF. Donc l'idée, attention, c'est pas de verbaliser aujourd'hui les sans domicile fixe. Il faut penser à eux pour les protéger. Donc l'idée est plutôt de les mettre à l'abri en leur permettant d'accéder à des chambres dans les villes où ils sont actuellement situés. On a Momo Normand, vous le savez messieurs, Momo Normand c'est un fidèle, il est très souvent avec nous sur les directs PNTV, je le salue Momo Normand, il est au Havre et lui il regrette, je reprends ces termes, le manque de contrôle au Havre dans un certain nombre de quartiers, il sous-entend que certainement il y a pas mal de monde à l'extérieur.
Après, c'est toujours la problématique du contrôle systématique de toutes les rues, de toutes les artères, les avenues, tous les quartiers. Les patrouilles doivent se dispatcher sur la ville, en dehors de la ville. Donc effectivement, on ne peut pas assurer un contrôle permanent 24 heures sur 24 avec une présence policière en permanence à chaque coin de rue. Donc effectivement, quand on regarde par sa fenêtre et qu'on voit des gens qui s'attroupent, des gens qui se donnent rendez-vous, on a l'impression que rien n'est fait pour contrôler ces gens-là. Mais la verbalisation est en marche et demain, nous aurons le bilan dans Paris-Normandie de la verbalisation. Après 48 heures, on aura un bilan chiffré avec le préfet de Normandie sur le nombre de gens verbalisés dans la région. Et puis on peut rappeler aussi qu'il y a eu beaucoup de pédagogie qui a été faite jusque-là. Le message du président et puis du gouvernement, c'était pas un message, c'était plutôt un message d'appel au civisme, au bon sens. Là, on est encore dans une situation où on fait toujours appel au bon sens des gens. Effectivement, de toutes les informations, en tout cas tous les échos qu'on peut avoir, si ce bon sens n'est pas respecté, il y a peut-être un moment où les contraintes seront beaucoup plus fortes. Voilà, puisque vous êtes assez nombreux, semble-t-il, à vous intéresser, et on vous comprend, au sort des gens qui sont les plus précaires finalement, regardez, vous pouvez creuser le sujet aujourd'hui dans l'édition de Paris-Normandie, pages 4 et 5 justement. Thierry Rabillet et ses équipes, titre pas question d'arrêter les maraudes en ville, c'est ce que vous évoquiez, Thierry Rabillet. Docteur Burel, vous êtes en ligne, bonjour. Je suis en ligne, oui, bonjour. Voilà, on a plaisir à vous retrouver, je vous qualifie de consultant d'opportunité de ce direct, et j'espère que ça vous va bien. Docteur, vous êtes là pour répondre aux questions des internautes, et l'intérêt, c'est justement ce média régional qui fait qu'on est plus proches les uns des autres. L'information nationale, c'est bien, l'information régionale, on en a besoin. On nous pose la question sur les réseaux, combien de temps ça va durer, sachant que, nous dit-on, on entend dire que 60% de la population pourrait être touchée. L'avis du docteur Burel. Écoutez, là, vous me posez une colle. Je suis persuadé que ça durera plus de 15 jours. Que ça dépendra du respect aussi du confinement. Ça dépendra si ce confinement permet aux régions qui ne sont pas très touchées, on en fait partie, d'éviter d'être très touchées comme le Grand Est. Donc si on arrive à cela, mais ça sera par la discipline de chacun, ça pourrait, je dirais, se finir dans un mois peut-être. Mais personne ne peut le dire, même les plus grands experts, parce qu'il y a des choses qui nous échappent. C'est un virus tout à fait particulier, très virulent, et qui se manifeste de différentes façons. Donc on a beaucoup d'incertitudes, au moins un mois, mais peut-être 2. Docteur, j'en profite pour demander à la régie de nous remonter le retour son en plateau, je les remercie. Qu'est-ce que vous constatez comme faits les plus importants, les plus prégnants d'un point de vue médical, puisque ce qui est de votre compétence, là, depuis 24-48 heures, puisque ça fait 48 heures qu'on ne vous a pas eu en plateau? Eh bien, il y a un petit peu plus d'appels pour des problèmes fébriles, parce que, comme on l'a dit il y a 48 heures, aujourd'hui, les gens sont appelés à téléphoner à leur médecin traitant et non plus au 116, 117 ou au 15 s'ils sont fébriles, et sauf s'ils ont un état alarmant, là, comme en temps ordinaire, ils appellent le 15. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, beaucoup de patients fébriles suspects de Covid-19 sont traités à domicile, parfois même juste un conseil au téléphone avec une surveillance à distance en disant s'il y a des signes d'aggravation, recontactez-moi. Et donc, je dirais des conseils téléphoniques ou des téléconsultations. Et voilà, ça augmente un petit peu. D'un point de vue très pratique, docteur Burel, est-ce que vous pouvez rappeler les symptômes du Covid-19, les premiers symptômes sur lesquels il faut se pencher pour dire, voilà, je suis peut-être un cas suspect? Mais écoutez, alors ça, c'est une question aussi compliquée, puisqu'on sait qu'il y a des gens qui ne font pas de fièvre, il y a des gens qui font des grosses fièvres, il y en a qui font des maux de tête, il y en a qui font comme une rhinopharyngite, il y en a qui font des diarrhées au départ. Donc les symptômes sont très multiples. En fait, le point très inquiétant, c'est quand on commence à être très essoufflé. Et ça veut dire qu'on a un risque de décompensation respiratoire. Et généralement, si on fait une espèce de rhinopharyngite, grippette,
la dyspnée, c'est-à-dire l'essoufflement apparaît généralement vers le 4e, 5e jour, et la décompensation, c'est-à-dire la nécessité de mettre en réanimation parce que les poumons ne respirent plus correctement, généralement au bout de 8 jours. On accueille sur le plateau Anthony il est déjà là. Thomas bonjour Sylvain, bonjour Anthony. Thomas, donc, qui vient de remplacer Thierry Rabillet. Bienvenue Thomas. Vous avez une question? Peut-être une question, oui, pour le docteur Burel simplement. On imagine que vous travaillez aussi beaucoup en lien avec les hôpitaux. Quels sont les échos que vous avez du terrain aujourd'hui sur les services d'urgence, les équipes qui sont vraiment qui font front aussi avec vous? Écoutez, on n'a pas beaucoup de liens avec les hôpitaux parce que nous on renvoie on traite, comme je vous le dis, à distance en tant que médecins libéraux, médecins traitants généralistes, on traite nos patients dans les cabinets quand ils peuvent se déplacer et quand on a besoin de les faire déplacer sur des lieux dédiés. Et puis les autres, on les envoie vers les hôpitaux. On sait que les feugrets sont assez débordés. Il y a une poussée forte de cas sur Elbeuf, mais j'ai pas d'autres précisions pour l'instant. Au CHU, ça semble pas encore trop fort, mais ça augmente. On peut dire, cela dit, docteur, vous me confirmez ou vous m'affirmez, on peut dire qu'on reste ici en Normandie dans un espace géographique qui reste un peu épargné par rapport à d'autres régions de France. Un peu épargné, mais attention, parce que vous voyez, sur Caen, ça enfle. En plus, il y a eu beaucoup d'arrivées de Parisiens qui est une zone beaucoup plus touchée et sûrement beaucoup de porteurs, même s'ils avaient l'impression d'être sains. Donc on n'est pas à l'abri. Confinons-nous et restons les uns chez les autres. Une question, docteur, sur les personnes immunodépressives. Il n'y a pas de mesures spécifiques qui sont prises pour elles aujourd'hui? Non, écoutez, là c'est un vrai problème. J'ai eu une de mes patientes tout à l'heure au téléphone qui a des traitements immunosuppressifs pour des maladies qu'il nécessite, et c'est vrai qu'elle est chauffeur de taxi. Je lui ai dit restez chez vous, je vous arrête, ne bougez plus, et on garde le traitement pour l'instant parce qu'il ne faut pas non plus décompenser la maladie. Alors sur les réseaux, ça parle et ça échange, et merci à vous de le faire. Quelqu'un a évoqué cette possibilité de réserver peut-être des créneaux particuliers en termes de tranches horaires par jour, puis finalement quelqu'un d'autre a répondu oui, mais dans ce cas-là, tout le monde sortirait davantage au même moment. Donc effectivement, les solutions... Il y a déjà des créneaux qui existent pour... Ça existe, hein. Non, c'est la solution. C'est-à-dire... Attendez. Allez-y, docteur. Oui, c'est la solution. C'est bien les conseils qu'il y a, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger les patients fébriles avec les autres patients. Donc la solution, c'est de fait, 1, des plages dédiées horaires, 2, des salles spécifiques, 3, des salles d'attente spécifiques, 4, du matériel spécifique, et 5, désinfecter tout le matériel, toute la salle entre chaque patient. Ça, c'est... Oui, non. Alors, je pense que la personne parlait de créneaux dans la rue. Hein, dans les magasins, je vais faire une rue, petite parenthèse. Oui. Dans les magasins, il y a des créneaux qui sont mis en place pour les personnes âgées. Il y a des créneaux qui sont mis en place pour le personnel soignant. Et c'est normal parce qu'ils ont besoin de pouvoir accéder rapidement aux denrées. Mais effectivement, il n'y a rien pour l'instant pour les personnes immunodépressives. Une infirmière, docteur, une infirmière anesthésiste, là, qui est avec nous, témoigne, nous dit moi, dans mon job, j'ai un seul masque par jour et je ne comprends toujours pas pourquoi dans la rue, quand je regarde, je vois des gens qui ont des masques, et notamment des FFP2. On parle beaucoup de civisme, justement. Docteur Burel, qu'en est-il du civisme des patients aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, tout le monde aussi s'implique suffisamment face à la crise? Je dirais dans nos patientèles, oui. Alors maintenant, on voit bien dans les rues que certains s'en fichent un peu, certains même s'en vantent un petit peu. J'ai croisé des jeunes hier en sortant du cabinet parce que j'avais gardé mon masque autour du cou de la journée, et qui dit alors je vais te le filer, le Corona, et ils étaient avec leur canette en train de s'amuser ensemble. J'ai essayé de raisonner. Continuer ça, mais c'était pas docteur, très faisable. Si je peux me permettre, docteur, parce qu'effectivement on a beaucoup de questions. Une question très concrète que l'on nous pose: faut-il changer de vêtements tous les jours? Oui. La réponse est claire. Plusieurs fois. Oui. La réponse est claire, quels que soient les vêtements. Évidemment, les sous-vêtements, on peut l'imaginer que coronavirus ou pas, on change tous les jours. Mais par exemple, une veste. La chemise, le pull, même si on peut le changer, surtout si on a éternué, oui. Question. Sylvain, vous aviez la même veste hier, je crois. Vous aviez la même veste hier. Mon cher Thomas, j'ai plusieurs vestes de même couleur. Peut-on attraper le virus par les vêtements, docteur? Oui,
comme les surfaces. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut tout désinfecter dès qu'on est suspect d'un Covid. L'alcool à brûler est un bon moyen. Tous les désinfectants ménagers sont à prendre. L'eau de Javel, est-ce que l'eau de Javel aussi fait un bon effet? C'est un moyen, mais pas un moyen pour le matériel et les surfaces, pas un moyen pour les individus. Quelqu'un nous dit pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas les fameuses dérogations, les attestations de sortie, pour les rentrer dans un fichier, ce qui permettrait aux autorités de contrôler ceux qui peuvent éventuellement sortir de manière un peu trop fréquente. Écoutez, ça, c'est pas de ma compétence. C'est pas de votre compétence, j'entends bien. C'est pas de ma compétence. Je crois que la volonté de faire remplir à chaque fois, c'est aussi pour que les gens prennent bien conscience qu'il faut faire attention et que voilà, sortir n'est pas anodin. Là, je pense que ce serait hyper compliqué de mettre ça en place, notamment en termes de respect de la vie privée. D'autres urgences dans les fichiers tout de suite. D'accord, non mais je relais, par fidélité, je relais au maximum les réactions qui sont les vôtres, vous qui nous suivez en direct. On avait évoqué le don du sang il y a 48 heures. Oui, exactement. Et donc j'ai appelé l'établissement français du sang. On peut continuer à donner son sang et on est testé et on peut donner son sang, il n'y a aucun problème. Docteur, question des réseaux. Ça préoccupe un certain nombre de personnes. Comment peut-on savoir si on a eu le virus dès lors que l'on n'a pas ressenti les symptômes? Une personne qui est restée porteur ou porteuse sain ou saine. Parce que la préoccupation des gens, c'est de se dire, est-ce que si je sais que je l'ai eu, je peux savoir si je suis immunisé? Alors, d'abord, il n'est pas certain qu'on soit immunisé quand on l'a eu. Et c'est de moins en moins certain. J'étais hier soir en réunion avec virologues et chefs de service de réanimation. Donc il n'est pas certain qu'on soit immunisé. Deuxièmement, on peut être contagieux très longtemps. D'où le confinement pour tout le monde. Et troisièmement, je vous rappelle qu'on teste aujourd'hui au Covid que les cas les plus graves, puisqu'on n'a pas les moyens de tester tout le monde qui a de la fièvre. Autrement dit, on a plein de suspicions de Covid. Et donc, on n'a pas de certitude. Donc, a priori, dès qu'on a un syndrome grippal, un syndrome fébrile, on suspecte que c'est un Covid et on reste chez soi, on fait attention à ses proches, on reste dans une pièce dédiée si possible. Et puis tout le monde reste cloîtré chez soi pour éviter de toute façon, hors suspicion, il faut rester chez soi. C'est le meilleur moyen aujourd'hui d'éviter la propagation du virus. Mais encore plus. Non, mais ce que je veux dire à travers ça, c'est que si on a attrapé un syndrome fébrile, il faut rester durablement chez soi et c'est pas soi-même qui allons faire les courses. D'accord. Je précise pour vous dire que dans l'édition de Paris-Normandie d'aujourd'hui, vous trouvez encore une fois chaque jour de très nombreux articles très très concrets sur les questions que vous posez. Vous voyez, en pages 8 et 9, eh bien, on est justement sur ce sujet-là. Pendant la crise, le don du sang se poursuit et vous avez un dossier complet sur la prise de sang. Question des réseaux, docteur, où peut-on donner son sang ? Le mieux, c'est d'appeler l'établissement français du sang à Bois-Guillaume qui vont donner tous les lieux de collecte. On peut donner le numéro de téléphone, c'est le 02 35 60 06 39. Le 02 35 60 06 39. Si vous souhaitez avoir des informations concernant l'établissement français du sang, savoir où vous pouvez aller donner votre sang, ça reste aussi un geste de solidarité important parce qu'il y a toujours des besoins en sang importants en France. Docteur, merci beaucoup Anthony. On le répète encore une fois, je pense. 02 35 60 06 39. Je n'invente rien, il est dans le journal du jour, je l'ai sous les yeux. Très bien. Voilà. Docteur, question. Combien de cas graves dans notre région ont été guéris ? On ne le sait pas. En tout cas, je ne le sais pas. Vous voulez dire ceux qui sont sortis de réanimation? Oui. Bon, écoutez, je pense qu'on doit commencer à en avoir, mais on n'a pas encore de statistiques, puisque finalement, les premiers cas graves ont commencé à se manifester il y a à peine une quinzaine de jours. C'est à peu près la durée moyenne de la réanimation, donc... Docteur, je donne la priorité au réseau, excusez-moi Thomas et Anthony, et vous également, docteur, mais vous êtes là pour ça. Si on sort seul et que l'on se lave bien les mains en rentrant, est-ce que néanmoins on peut se trouver en zone de risque ? Ça dépend ça dépend ce qu'on fait. On peut avoir croisé des gens qui ont éternué, on peut avoir été dans un magasin. Mais si on est seul, c'est-à-dire si je vais me faire ma petite balade, je ne croise personne, je m'approche de personne, je rentre, je me lave les mains, ai-je pris des risques ? Un petit peu. Si c'était pas indispensable de sortir, vous avez eu le temps de sortir. En clair, est-ce que le virus survit dans l'air ? Voilà.
dans l'air, il survit pas, mais par contre, les gouttelettes peuvent diffuser très loin, avec le vent, avec plein de choses. Ah oui, quand même. Et puis, on se rend pas compte toujours que on touche un objet, une rambarde, une balustrade, on s'assoit sur un banc et il peut rester longtemps, s'il y a eu des éclaboussures, s'il y a eu des éternuements dans le coin. Docteur Burel, peut-être quelques mots sur peut-être l'automédication. Hein. On l'a lu notamment hier encore dans les colonnes de Paris Normandie. Effectivement, beaucoup de gens aussi vont avoir recours au paracétamol traditionnel. Est-ce qu'il y aurait éventuellement des conseils de votre part à donner sur on sur va ce sujet? redire ce qui a déjà été dit. On évite tous les anti-inflammatoires, tous les ibuprofènes, tout ce qui est qui limite la réaction immunitaire naturelle que nous avons tous. Et la fièvre est aussi une réaction immunitaire. Ça veut dire que si on a 38, ça sert à rien de prendre du paracétamol. C'est vraiment si on n'est pas bien, mais à 38, 39, si on n'est pas trop mal, on laisse faire la nature. Notre organisme fait de la fièvre aussi pour combattre les microbes, et donc ça fait partie de nos moyens de défense. On a presque envie de penser que, presque par civisme, certains vont être tentés finalement pour ne pas engorger les cabinets ou les hôpitaux de s'auto-soigner. Ça peut être aussi un risque aussi. Ça peut être un risque, mais les médecins traitants sont disponibles au téléphone. On passe beaucoup de temps au téléphone. Pour nos patients qui ont nos adresses mail, on échange par mail, on donne beaucoup de conseils. Alors, on est là, encore une fois, je le répète, on est là pour vous, on est là avec vous. Ce rendez-vous quotidien, c'est vraiment ensemble qu'on le fait. Et d'ailleurs, c'est très concret et ça se matérialise bien avec tous les commentaires et toutes les questions que vous nous posez. C'est du média, finalement, Anthony, on peut dire que c'est du média participatif, ce qu'on fait là tous ensemble. C'est du média participatif et c'est un média qui, à mon sens, est aussi très important. On le sent dans les retours. D'ailleurs, les gens ont besoin d'informations en direct, d'informations éclairées. D'ailleurs, merci, docteur, pour toutes ces infos. Il y a une vraie angoisse autour de cette maladie, cet ennemi invisible contre lequel on est en guerre. Donc oui, ça reste primordial, ce genre de rendez-vous. Docteur, peut-être qu'on vous reprendra tout à l'heure. Ne vous éloignez pas trop de votre téléphone, mais pour l'instant, merci d'avoir participé à cette première session. Et puis, si vous permettez, encore une petite phrase. Oui, allez-y. Avant-hier, on a évoqué le froid pour désinfecter. Oui. Ça marche pas. Le virus résiste même à la congélation prolongée, et donc le chaud, oui, le froid ne marche pas. Ah, ça, c'est une excellente précision que vous nous donnez, parce qu'effectivement, on était un certain nombre à penser que dans le congélateur, le bac... Oui, mais je me suis renseigné aussi. J'avais un doute l'autre jour quand on a parlé. Non, les virus résistent jusqu'à moins 80 degrés. Et le chaud, alors, quelle température ? Le chaud, le plus possible. Le mieux, c'est de laver ses vêtements. On nous dit à partir de 60. Oui, 70, ça doit être bien. 60, 70, ça doit être bien. Pour certains vêtements, ça va être compliqué. Sur ces vêtements, on peut mettre des produits désinfectants sans problème. Très bien. Docteur, continuez à bien travailler quand vous n'êtes pas en direct sur PNTV. Une question tout de même, mais là c'est vraiment à titre informatif, le vinaigre blanc, est-ce qu'il peut avoir un effet ? Non, le vinaigre ne paraît pas très intéressant, non. Le vinaigre ne paraît pas très intéressant. L'alcool à brûler est très facile à trouver et très intéressante. Merci, docteur. À plus tard, aujourd'hui, ou sinon à lundi. Merci à vous. Évidemment, les témoignages vont se multiplier, je pense, messieurs, sur le soutien à tous ces soignants. On a vu que ça se passait en Italie, le soir aux fenêtres, on sort, on applaudit. Et puis ça commence à venir chez nous. Oui. Pour tout vous dire, moi, il y a quelques minutes, j'ai recueilli au téléphone le témoignage de soignants à l'hôpital de Bernay. À Bernay, où aussi se manifestent les applaudissements, les livreurs de pizza. J'ai vu que c'était le cas aussi à Dieppe, livreurs de pizza qui spontanément amenaient pizza au personnel soignant. Donc, je crois qu'on peut se féliciter, heureusement, de ces manifestations d'encouragement. Alors, justement, regardez, on a quelques images. C'était hier soir à Rouen, et c'est des images qui ont été faites par Frédéric Borghino.
Voilà, c'était hier soir. Restez avec nous. À suivre, Richard Patry, qui est le président de la Fédération nationale des cinémas français. À suivre également le directeur régional de la Banque de France. Juste avant, Thomas, je vous propose de regarder une dame qui est justement du quartier Martinville, Françoise. Elle a pris cette initiative d'essayer de fédérer tout le monde dans son quartier. Elle a fait des petites affichettes, elle va les coller dans les halls d'immeubles. On est allé la rencontrer hier soir. Je m'appelle Françoise, j'habite ici depuis 19 ans, donc tout près du CHU. Et donc j'ai pensé que dans ce contexte-là, il fallait apporter un soutien à tout le personnel de l'hôpital en appelant aux gens à taper dans leurs mains le soir, comme ça se fait en Italie et dans d'autres pays, et même en France, à Paris, on voit bien des reportages. Donc je me suis dit, on pourrait au moins faire ça, parce qu'on est quand même redevable par rapport à ce personnel-là. Quand on est malade, hospitalisé, c'est des gens vraiment très très dévoués, compétents évidemment, et puis qui vous remettent sur pied. Donc là, c'est eux qui sont en difficulté là, parce que ça va être très difficile. Et il faut qu'on leur apporte notre soutien avec ce qu'on peut, hein, avec ce qu'on peut. D'autant qu'en plus, ils traversent des moments là depuis un moment. Ils ont eu Lubrizol, où ils ont eu aussi des gens en consultation. Là, ils sont en grève depuis 1 an. C'est quand même des gens qui en veulent. Hein. Il faut absolument les soutenir. Alors nous, et puis alors évidemment que le gouvernement donne les moyens. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu ? Eh bien, une affiche que je vais mettre dans les petits bas d'immeubles. Voilà, pour appeler tout simplement les gens à taper dans leurs mains le soir à partir de 20h. Ça peut durer que 5 minutes, ou avec des casseroles, tout ce qu'on a. Des gens qui ont dit on va peut-être mettre des petites bougies sur la fenêtre. On fait ce qu'on veut, mais c'est ça, c'est un signe de solidarité et de soutien. C'est tout. Alors ça commence demain, nous sommes le 20 et c'est le printemps en plus demain. Donc demain 20 mars à 20h. Tous au balcon et aux fenêtres. Vous espérez avoir beaucoup de monde ? On ne sait pas. Ça va démarrer, on verra bien, hein, même si on n'est pas nombreux. Je pense qu'il va y avoir un phénomène quand même. Les gens vont s'habituer à ce qu'on fasse ça et ils vont nous rejoindre. Voilà. Parce qu'il faut dire aussi qu'ici, dans ce quartier-là, on a beaucoup de gens qui travaillent à l'hôpital. Hein, ils sont fonctionnaires, des soignants. Et donc ils sont concernés. De toute façon, je dis qu'il n'y a même plus à trier, tout le monde est concerné par ce qui se passe. Pendant que ce petit sujet passait, des réactions, vos réactions avec nous. Question courte, réponse courte, messieurs. Ça revient. Pourquoi le chef de l'État appelle à rester chez soi et en même temps à aller travailler ? Alors là, il y a un grand blanc sur le plateau, du coup. C'est compliqué parce que ça dépend des secteurs d'activité, évidemment. On voit bien que, par exemple, à la Poste, il y a aujourd'hui des agents qui souhaitent faire valoir leur droit de retrait. Et en même temps, la Poste est considérée aujourd'hui comme un opérateur vital. Il y avait la question des déménageurs. Les déménageurs, il y a certains qui sont plutôt incités à stopper leur activité. Mais il faut aussi quand même assurer, on en parlait hier, les tractations immobilières, etc. qui sont liées. Enfin, c'est vrai que c'est un énorme... On ne peut pas répondre comme ça de but en blanc à cette question. Là, il faudrait question, c'est au cas par cas. Sachez que, puisque Thomas, je vous entends prononcer le mot immobilier, sachez que lundi, à partir de 12h, on va faire une spéciale immobilier. Le secteur de l'immobilier est très, très, très touché. Et vous posez, bien sûr, dans votre vie quotidienne, vous êtes nombreux à vous poser des questions au regard de l'immobilier. Réaction de Nathalie qui nous dit « Les pompiers sont trop oubliés ». Eh bien, là encore, on aura, début de semaine prochaine, des représentants des pompiers qui seront avec nous au téléphone. On nous demande aussi de dire merci aux routiers, aux boulangers, à nouveau aux pompiers qui font un travail formidable et qui continuent à bosser et qui prennent des risques. Typiquement, voilà, c'est des gens, il faut bien qu'ils travaillent pour pouvoir assurer la continuité. Donc c'est effectivement tout le paradoxe de la situation aujourd'hui. Non, mais il y a effectivement sur le côté, sur certains métiers, où on ne comprend pas vraiment pourquoi certains métiers sont appelés à aller travailler, alors qu'effectivement, on exhorte les gens à rester chez eux. Ouais. Non, finissez. Non, mais voilà, ça fait partie des choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne maîtrise pas. Suite à la diffusion du sujet sur la dame là, qui essaie de mobiliser son quartier sur les applaudissements le soir à 20h en soutien au personnel de santé, une infirmière qui réagit, qui nous dit elle a vu que la dame portait un masque. À nouveau le message, aidez-nous à rapatrier ces masques parce qu'on en a vraiment besoin. Oui,
Pardon, allez-y Thomas. Et surtout aidez-les en ne sortant pas de chez vous. Hein. C'est toujours ce message qui est... Et surtout François, c'est très bien ce qui est fait. Je pense qu'il faut qu'aussi elle fasse attention à pas trop sortir de chez elle pour aller coller les affiches, peut-être. Ouais, absolument. On nous informe, un internaute nous informe que ce soir, messieurs, il y aura un couvre-feu à Nice. On nous demande ce que ça implique, cette notion de couvre-feu. La notion de couvre-feu, après, elle peut être ajustée en fonction des décisions préfectorales, mais ça veut dire que, passé une certaine heure, il ne doit plus y avoir personne dans les rues, sauf laissez-passer exceptionnels, sauf... peut-être, après, je ne suis pas rentré dans le détail de ce qui se passe à Nice, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y aura des directives qui seront beaucoup plus fortes que celles qu'on peut connaître, par exemple, ici à Rouen ou en Normandie au sens large. On a envie de penser que si on en arrive là, c'est peut-être parce qu'à Nice, je connais pas la situation précise à Nice, peut-être qu'il y a eu trop de non-respect des règles qui ont été observées. Et... Les images qui ont circulé, en tout cas encore aujourd'hui, où on voit que les gens profitent, il y a une météo qui est un peu plus clémente que chez nous. En même temps, la météo va peut-être permettre de confiner un peu plus les gens chez eux. Mais... un internaute nous relance sur le fait de à la fois rester chez soi et aussi continuer à travailler. Mais écoutez, on va l'évoquer peut-être de manière un peu plus concrète tout à l'heure quand on aura les spécialistes du secteur du bâtiment, le président de la Fédération du bâtiment et aussi un chef d'entreprise en menuiserie. Et on va passer très vite à Richard Patry. Je ne veux oublier personne. On nous demande aussi comment peut-on aider les personnels de santé autrement qu'en restant chez soi. Alors, est-ce qu'on peut les aider autrement? Déjà, certainement, en ne les sursollicitant pas, c'est-à-dire, comme l'a répété tout à l'heure le docteur Burel, on ne sollicite pas le SAMU à outrance, on ne le sollicite pas si on n'a pas de symptômes, tout simplement. Si on n'est pas malade, on cherche à désengorger au maximum tout ce qui n'est pas vital. Donc voilà, ça c'est le premier point. Après, j'ai vu que par endroit, il y avait des points de collecte de gel hydroalcoolique qui pouvaient s'organiser, des points de collecte aussi de masques, puisqu'il y a des particuliers qui peuvent en avoir et qui peuvent peut-être le transmettre au personnel soignant. Mais ça, ce sont des épiphénomènes. Pour l'instant, je n'ai pas vu de chaîne, en tout cas, d'organisation de ce type de manifestation. On nous interpelle aussi sur... tout le monde se pose la question, hein, donc on partage toutes ces questions que nous nous posons, que vous vous posez aussi. Et la police qui n'a ni gants ni masque pour contrôler les attestations des conducteurs. L'internaute qualifie cela de, je reprends ces termes, de situation de risque mutuel. Ça fait partie des sujets qui sont évoqués dans Paris Normandie encore aujourd'hui. Et je crois que les syndicats policiers sont justement en train de monter en créneau sur ce sujet, manifestement, puisqu'il n'y avait pas de protection suffisante pour les policiers qui sont chargés de faire le contrôle et par définition d'être au contact de la population qu'ils croisent dans la rue. Il faut rappeler quand même qu'on est dans une situation exceptionnelle qui a par moment des décisions qui sont prises un peu au doigt mouillé, qu'on avance au coup par coup. La situation au moment où on vous parle sera peut-être pas la même dans une heure. Il y aura peut-être de nouvelles directives de prise. Donc là, pour l'instant, ça avance au coup par coup. Alors, les cinémas, c'est fini. Le cinéma, c'est terminé. On a la chance d'avoir Richard Patry, le président de la Fédération nationale des cinémas français. Bonjour, monsieur Patry. Bonjour à tous. Bonjour. Et voilà, je vous laisse... Non, je vais vous reprendre tout de suite. Les cinémas, c'est pas fini. Hein. Ils sont fermés temporairement, mais on espère bien qu'ils vont réouvrir quand ils pourront. Parce que et croyez-moi, je l'espère bien aussi. Oui, mais Monsieur Patry, on est très 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 nombreux à l'espérer. Anthony Cadroy, je vous laisse avec Richard Patry. Alors Richard, bonjour, merci d'être en direct avec nous sur Lignes Ouvertes. La première question, elle est toute simple. Comment vous envisagez la suite avec tous ces reports de films, avec toutes ces sorties peut-être annulées? Comment vous envisagez les premiers jours qui vont suivre la réouverture qu'on espère prochaine? Alors d'abord, effectivement, les cinémas sont comme tout le monde et sont des gens responsables, hein, les exploitants de salles de cinéma. Donc on a fermé l'ensemble de nos établissements samedi dernier. C'est vrai que c'est une situation totalement inédite pour tout le monde. Ça n'est jamais arrivé, même en temps de guerre, puisqu'on nous dit qu'on est dans une guerre, et je veux bien croire qu'on est en guerre contre ce virus. Même en temps de guerre, pendant les conflits, les derniers conflits qu'on a eu à subir sur notre territoire, les cinémas étaient restés ouverts. Donc c'est effectivement une situation très particulière. On envisage
bien évidemment la réouverture en espérant que celle-ci se le plus rapidement possible. Néanmoins, pour être totalement franc avec vous, on ne voit pas comment cette réouverture pourrait avoir lieu dans les jours qui viennent. Financièrement, pour le monde du cinéma, l'année avait pas vraiment très bien démarré en termes de fréquentation. Ça risque d'être une année noire. Est-ce que vous attendez des aides spécifiques pour le milieu ? Alors, on travaille avec notre organisme de tutelle, le Centre national du cinéma, à mettre effectivement en place un fonds d'aide pour les cinémas les plus touchés. Notre volonté est justement de ne laisser aucun cinéma sur le bord de la route au moment où ils vont devoir réouvrir, et donc de faire en sorte que tous les cinémas, et en particulier les plus petits, les plus fragiles, puissent réouvrir. On imagine que c'est toute l'économie aussi du cinéma au sens large, c'est-à-dire que les réalisateurs, toute la chaîne économique du cinéma aujourd'hui qui est impactée. Tous les tournages sont c'est interrompus. effectivement complètement ça. L'ensemble de la chaîne est impacté, les exploitants bien sûr, les distributeurs, tous les créatifs qui sont, je vous rappelle, des intermittents du spectacle. Le ministre de la Culture, Franck Riester, a annoncé hier une mesure pour eux, puisqu'eux n'avaient pas le droit au chômage, donc il y a eu des mesures d'annoncer pour les intermittents du spectacle. Et la difficulté aussi, et c'est une vraie question, et je rejoins votre première question sur comment va se passer la réouverture, la vraie question aussi, c'est que tous les tournages sont arrêtés, ce qui fait que les films que nous devions avoir sur nos écrans en 2021, actuellement, ne sont pas réalisés. Et donc les conséquences de la crise pourraient être plus longues que ce qu'on peut imaginer sur cette seule période de fermeture. Est-ce que vous craignez que même au moment de la réouverture, les gens aient pris le pli peut-être de découvrir les films chez eux, que ça profite un peu trop aux concurrents numériques ? C'est le risque. Nous, disons qu'il est évident que le 24, là, dans quelques jours, Disney va lancer sa plateforme en France, que Netflix est très puissant actuellement, que Canal+ diffuse ses programmes gratuitement. Donc c'est vrai que la situation est tellement exceptionnelle qu'on peut comprendre toutes ces initiatives. Je suis assez confiant en fait, parce que le cinéma c'est quand même un lieu de socialisation, c'est-à-dire le cinéma c'est quand même le lieu où vous allez ensemble, vous partagez ensemble une émotion collective, et justement moi je pense un peu le contraire. Je pense que les gens qui seront restés entre quatre murs chez eux vont vouloir revivre fort, et donc je pense que bien sûr il faudra leur proposer des programmes de qualité, bien sûr il faudra peut-être même faire des actions un peu plus particulières. Mais je pense que la réouverture peut bien se passer, et que quand les gens redécouvriront le plaisir que c'est d'aller au cinéma, ils auront envie. Justement, Richard Patry, peut-être, pardonnez-nous, dernière question, parce qu'effectivement, avec ce dégât des eaux qu'on a eu ici dans le studio, on a pris beaucoup de retard. Et je voulais vous demander, lorsque ça va repartir, parce que voilà, on aime bien tous utiliser cette formule, un jour ça va repartir, et on espère le plus prochainement possible. Ça va repartir. Ça va repartir. Qu'est-ce que vous allez mettre en place ? Vous déjà imaginez des dispositifs justement pour qu'on puisse tous se remettre à profiter du cinéma ? Vous avez des idées de plans de relance ? Bien sûr que nous y travaillons actuellement. La problématique, c'est de voir quel film on aura. Donc ça, on travaille avec les distributeurs. Et puis pour les spectateurs, le printemps du cinéma, notre opération n'a pas eu lieu forcément. La fête du cinéma devait avoir lieu fin juin. On pense faire organiser en fait une grande fête du cinéma de la réouverture, qui serait la fusion de ces deux événements, qui permettrait à avoir un tarif unique dans toutes les salles, pour un tarif à 4 €, pour redécouvrir le plaisir d'aller au cinéma. Merci beaucoup Richard Patry, surtout merci à vous d'avoir bien voulu patienter. Encore une fois, je le rappelle, suite au retard indépendant de notre volonté. Voilà, à bientôt, merci à vous. Merci Richard Patry. Merci à vous. Des réactions des internautes, on nous dit qu'un site où on peut vendre et acheter, un site bien connu, où on peut vendre et acheter beaucoup de choses, met en place une procédure qui permet de venir en aide aux personnes les plus faibles. On nous dit aussi que des personnes ont vu des policiers dans la rue avec des masques, donc comme quoi peut-être Thomas Dubois, les choses sont en train d'évoluer. Je pense, elles vont évoluer de toute façon de jour en jour et de semaine en semaine. Je vais reprendre notre expression en espérant que ça dure le moins longtemps possible, mais ça va forcément évoluer.
il y a des personnes qui ont des équipements personnels aussi, qui peuvent ressortir de leur tiroir des masques qu'ils ont. Est-ce que ce sont des masques bien spécifiques? Est-ce que ce sont des masques qu'on peut trouver un peu n'importe où? Avoir un masque ne signifie pas forcément qu'on a un masque efficace non plus. On est vraiment dans un moment très très particulier où la solidarité se développe, elle s'exprime beaucoup, et je relais tous les messages que vous diffusez sur les réseaux en nous suivant, tous ces messages où vous remerciez, vous êtes très très nombreux à remercier tous ceux qui continuent à assurer la continuité du service public, les urgentistes, tous ceux qui ont des métiers aussi au contact d'un certain nombre de personnes qui pourraient présenter des risques, les agents de sécurité, les ambulanciers, les pompiers bien sûr, et beaucoup d'autres. Merci à vous d'exprimer tous ces messages qui font certainement chaud au cœur à de très très nombreuses personnes. À suivre, le secteur du bâtiment, qu'en est-il très concrètement? Et à suivre aussi, je vous l'avais annoncé au début de ce programme, le directeur régional de la Banque de France. Là aussi, beaucoup de questions se posent. Mais là, on va au Havre. C'est un reportage de François Leroy, de notre partenaire ActuaProd. Il faut bien en parler également. Les pompes funèbres se préparent. Aujourd'hui, on a 3 missions. Bien sûr, une mission d'accueillir les familles en deuil. La deuxième mission qui en découle, c'est une mission de service public. On se doit de nous occuper de toutes les personnes qui décèdent de corona ou d'autre chose. Et puis, on a une troisième mission qui est importante, c'est la protection de notre personnel. Et on est là, notre coup de gueule au niveau de notre profession, je sais qu'il y en a beaucoup, on n'oublie pas bien sûr les soignants, ce sont les masques. Pourquoi on a besoin de masques? Pour intervenir sur les cas de corona, puisque ça fait partie des EPI obligatoires, et puis aussi pour protéger notre personnel. Il faut bien savoir qu'un tiers des décès ont lieu dans des domiciles, dans des EHPAD et dans la voie publique. Depuis fin janvier, début février, on a alerté les pouvoirs publics, on dit attention, on est en première ligne. On a effectivement traité notre premier cas aujourd'hui. On applique la procédure qui est la suivante. Donc l'hôpital, elle, va nous donner le corps de la personne qui sera mis dans 2 housses avec une procédure qui appartient à l'hôpital et des infections, etc. On doit avoir l'autorisation de fermeture de cercueil, donc ce qui implique une personne aussi de la police qui va sceller le cercueil. Et donc on va prendre les précautions, donc on va être en combinaison avec des masques, avec des gants bien sûr, etc. Donc la famille n'a pas de possibilité de rendre un dernier hommage. Quand il y a corona, on nous délivre une housse qui est déjà fermée. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire aux familles, on peut faire des cérémonies, mais ça s'applique au strict minimum. C'est 20 personnes maximum. Et ça dépend encore des régions où l'évêché, les prêtres sont aussi en capacité de dire non, moi je ne préconise pas, etc. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Et ça dépend aussi des établissements. Voilà, par exemple, beaucoup de crématoriums ne font plus de cérémonie au crématorium. On va devoir réinventer un cérémonial qui se passera dans 2-3 mois, soit avec aucune présence de corps, parce que ça, on aura forcément inhumé ou on aura forcément crématisé, mais on pourra faire, par exemple, avec l'urne, on pourra faire avec une photo, enfin, voilà, il y aura tout un tas de choses à inventer pour justement que la famille ne perde pas le sens de l'hommage. Et ça, c'est important. C'est ça, aujourd'hui, le plus grand souci qu'on rencontre et les détresses des familles, c'est ça. Nous sommes en ligne avec... Vous vouliez réintervenir peut-être? Oui, je voulais juste refaire un petit point, Richard Patry. Avec Richard Patry, on a évoqué tout à l'heure les plateformes de diffusion de films. Voilà, il évoquait notamment Disney qui va lancer sa plateforme. A priori, le gouvernement aurait demandé à ce que ce soit reporté. Voilà, et on attend aussi de voir un peu ce qui va être pris, pour ne pas le citer pour Netflix, comme ce qui va être pris comme décision, puisque visiblement le débit, alors je ne suis pas expert en termes Internet, etc., mais le débit de Netflix serait réduit. Oui, serait réduit, voilà. Absolument. Maintenant, nous passons au secteur du bâtiment avec Olivier Rousseil, président de la Fédération française du bâtiment régional pour le territoire Rouen Métropole et Territoire. C'est votre nom. Bonjour Olivier Rousseil. Bonjour. Bonjour Sylvain. Bonjour. Et vous êtes avec Arnaud Sansas également? Absolument. Qui est le dirigeant d'une menuiserie qui s'appelle MCO.
Alors, bonjour messieurs, on va peut-être commencer par Arnaud Sansas. Alors, je vous demande, excusez-moi Thomas, on a dû vous demander ça en régie avant de vous transférer sur le plateau. Pour tous nos amis qui nous suivent et pour essayer de traiter le maximum d'informations, on vous a demandé d'être relativement court dans vos réponses, éviter les trop longs développements. Donc très concrètement, Arnaud Sansas, pour commencer, quelles mesures ont été prises, chez vous, dans votre entreprise? Alors, bonjour, la menuiserie MCO. Oui, pardon. Merci de nous recevoir. Alors l'entreprise, moi je l'ai fermée mardi soir, parce que je ne pouvais pas garantir la protection de la santé de mes salariés. J'ai été soulagé mardi soir de les savoir tous rentrer chez eux, parce qu'on était quand même dans un état d'urgence, un état sanitaire qui était très critique. Parce que concrètement, vos salariés, ils travaillent au contact de la clientèle, évidemment. Au contact de la clientèle, au contact d'autres salariés, d'autres entreprises sur différents chantiers. On travaille dans des sites qui sont occupés par d'autres salariés dans des bureaux, etc. Donc il faut gérer tous les contacts possibles qui peuvent apparaître avec les clients. Combien de salariés dans votre entreprise? J'ai 16 salariés sur l'agglomération rouennaise et qui attendent tous chez eux aujourd'hui des messages de reprise ou de confinement. Voilà, on oscille depuis mercredi matin entre les décisions du gouvernement, les messages qui nous sont passés. Et peut-être aussi, Arnaud Sansas, vous oscillez aussi par rapport aussi au message de votre fédération professionnelle, puisqu'on est aussi avec le président de la FFB. Et la fédération professionnelle, effectivement, on attend des messages de la fédération, mais qui doit aussi jouer par rapport aux messages discordants du gouvernement, qui depuis mercredi matin donne des messages différents, que ce soit entre le ministre du Travail qui nous demande de reprendre le travail sans avoir d'outils pour protéger, sans avoir matériel pour protéger nos salariés. Moi, c'est hors de question puisque je suis responsable de leur santé. Donc jamais je ne les enverrai au casse-pipe. C'était la question qu'on allait poser effectivement à Olivier Rousseil. Est-ce que vous vous y retrouvez aujourd'hui dans les discours, dans les annonces du gouvernement? Est-ce que vous y retrouvez? Est-ce que c'est flou? Est-ce que tout est clair pour vous aujourd'hui? On imagine que non. Tout est flou, ouais. Tout est flou. Moi, j'ai fait une demande d'activité partielle pour mes salariés qui m'a été acceptée, qui m'a été autorisée hier soir. Peut-être qu'elle sera remise en cause, je ne sais pas, puisque tout est remis en cause depuis le début de la semaine. Voilà, donc moi, j'ai aucune certitude et je suis sur le pont pour préparer la reprise. Est-ce que vous avez une conviction malgré tout? Vous avez une conviction vous, sur le sujet? Est-ce qu'il faudrait tout arrêter ou est-ce qu'il faut voir au cas par cas? Quel est votre avis peut-être sur le sujet? Il faut voir au cas par cas. Il faut voir au cas par cas, mais il faut nous laisser le temps et nous donner les moyens de reprendre le travail. Et moi, j'ai des chantiers sur lesquels je pourrais aller travailler, mais avec des protections, avec des masques, avec du gel hydroalcoolique ou au moins un moyen de nettoyage et de désinfection clair pour mes salariés, mais aujourd'hui, j'ai pas ces moyens-là. On va peut-être passer la parole à Olivier Rousseil, le président de la FFB. Oui, je vous remercie. Olivier Rousseil, vous êtes avec nous? Oui. Oui, bonjour. Peut-être vous laisser en introduction nous dire quelle est la position précise de la FFB par rapport à tout ce flou qu'évoquait votre adhérent, là, puisque j'imagine que Arnaud Sansas est adhérent de la FFB. Absolument. Alors, avant toute chose, je voudrais remercier l'ensemble du corps médical pour son dévouement et son implication face à cette situation inédite. Et puis un message de compassion aussi pour les entreprises du bâtiment ainsi que leurs salariés qui sont à l'arrêt. Voilà. Alors les préconisations, enfin en tout cas ce qui nous descend du national de Jacques Chanu, notre président, c'est aujourd'hui, nous demandons l'arrêt des chantiers jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour que nous puissions nous organiser. Vous le comprenez, nous avons besoin d'organiser une nouvelle condition de travail. Vous avez entendu M. Sansas le dire. Nous ne pouvons pas aujourd'hui assurer les conditions de sécurité et de santé minimum nécessaires et acceptables. Donc nous demandons au gouvernement de nous recevoir. Je crois que c'est en train de se faire, mais pour mettre les choses à plat. Voilà. Il me semble qu'aujourd'hui la santé et la sécurité des hommes et des femmes du bâtiment ne sont pas une variable d'ajustement économique. D'accord ? On ne peut pas aller travailler en sécurité sur les chantiers. Voilà. Alors, si maintenant on veut reprendre notre activité, il y a 3 préalables.
il y a la santé de nos salariés, hein, je vous en ai parlé. Il y a aussi la réorganisation de nos chantiers, clairement. Et puis, la remise en activité de la filière, parce que, évidemment, si nous allons sur les chantiers, il nous faut être livrés par nos négociants, par les vendeurs de matériaux, mais il faut eux-mêmes qu'ils puissent avoir l'approvisionnement des usines. Mais alors, dans ces cas-là, je me permets, je vous interromps, mais il faut ceci, il faut cela. On parle de confinement, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il serait beaucoup plus simple, parce que sinon, ça fait beaucoup de dérogations à chaque fois, ça fait beaucoup on va dire, d'entorses à ce qu'il est demandé aujourd'hui, c'est-à-dire un confinement maximum. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut dire, voilà, stop, on se met à l'arrêt, on va avoir des aides qui vont arriver. Est-ce que ce ne serait pas plus simple, finalement, pour la filière ? Ben oui, c'est ce que je vous disais en préalable. Tout au début, je vous disais, nous demandons l'arrêt des chantiers total jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Donc une clarification de la position du gouvernement là-dessus. Absolument. Absolument. Une prise de conscience et une prise de décision. Vous savez, depuis le début de cette crise, on a différents interlocuteurs. On n'a pas un seul référent. Moi, ce que je souhaiterais, c'est avoir une seule personne qui parle, et pas l'ensemble des ministres. Et quelles craintes on peut avoir aussi, peut-être les entreprises les plus fragiles, les plus petites, est-ce qu'elles peuvent aujourd'hui avoir des craintes, évidemment, sur l'avenir, quand la situation va reprendre ? Écoutez, pas plus tard qu'il y a 1 heure, j'ai un adhérent qui m'a appelé, plus de 50 salariés, qui me dit si je ne peux pas reprendre dans 15 jours, je vais être obligé de cesser l'activité, je n'ai plus de trésorerie. Voilà. Olivier Houssaye, soyons clairs pour tous ceux qui nous suivent, quand il dit cesser l'activité, il ne veut pas dire arrêter de travailler, il veut dire que ça amène à la liquidation de l'entreprise. Ça amène à la liquidation d'entreprise, exactement. Vous savez que nos trésoreries sont exsangues depuis des années, eh bien on ne passera pas de cap si on n'a pas un peu d'aide, et notamment le chômage partiel payé à 100%. Dernière question, Thomas Dubois. Bruno Le Maire a annoncé quand même, je crois que c'est 45 milliards d'euros d'aide aux entreprises. Oui. C'est de nature à quand même à vous rassurer un petit peu sur la suite des événements. Écoutez, c'est une très bonne chose, hein. On ne peut pas nier le contraire. Oui. Maintenant, vous savez, moi je suis un peu comme Saint Thomas, hein. Je ne crois que ce que je vois. Et là, on va voir. Mais je reprends les propos de notre président Macron le lundi, qui nous a dit aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de faillite. J'attends de le voir. D'accord. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Olivier Houssaye. Vous contribuez à amener toute cette information secteur par secteur que jour après jour, nous contribuons à porter à la connaissance des internautes qui nous suivent. Merci aussi à Arnaud Sansas, le dirigeant de cette entreprise de menuiserie MCO. Merci beaucoup. Voilà, et si effectivement, comme à chaque fois que l'on a nos invités, s'il s'avère nécessaire de vous reprendre en ligne dans les jours qui suivent, eh bien, nous le ferons bien sûr avec plaisir et avec votre complicité. Merci à vous. On va faire une petite liaison. Pendant ce temps-là, on appelle le directeur régional de la Banque de France. Oui, très très grande préoccupation. Puis finalement, on voit, messieurs, que même s'il y a des annonces gouvernementales, même si ça se fait à grands coups et à renfort de milliards, il y a quand même une incertitude et peut-être même une incrédulité de la part de tous ces chefs d'entreprise qui voient le porte-monnaie et ce qui reste sur le compte bancaire à très court terme. Il y a du flou. Et le problème, c'est qu'effectivement, on peut comprendre qu'on est dans une urgence et qu'on ne peut pas tout solutionner d'un coup de baguette magique. Il n'y a pas d'argent magique, on disait à une époque, sans citer personne. Mais voilà, et effectivement, les entrepreneurs, les entreprises, les salariés, ce qui vaut aujourd'hui, ce sont les échéances qui arrivent. C'est du très court terme. Voilà, c'est du très court terme. Et ils ne peuvent pas se permettre d'attendre 15 jours, 3 semaines, un mois. Ils ont besoin de réponses rapides, et ces réponses rapides, elles n'arrivent pas. Et non seulement elles n'arrivent pas, mais en plus, il y a des ordres, des contre-ordres, des injonctions, des injonctions qui sont contraires. On parlait, par exemple, pour les salariés au chômage technique de 100% du salaire. Il s'avère qu'on n'est pas sur les 100%. Ça veut dire que ça a été présenté de telle façon, peut-être aussi un peu à noyer le poisson. Voilà, on ne va pas polémiquer, c'est pas le moment, c'est pas le lieu. L'enjeu surtout, c'est qu'aujourd'hui, la priorité, c'est celle de la santé. Et en fait,
je pense que c'est le front aujourd'hui qui est aujourd'hui prioritaire et qui fait qu'on se retrouve aussi dans ce genre de situation. La priorité, c'est la santé des salariés. Je crois que les patrons, en plus, ont cette responsabilité-là aussi qui leur tombe dessus. Je suis d'accord. Et en fait, c'est pour ça qu'on voit bien, on l'a vu aussi chez Carrefour, on se retrouve avec des salariés qui s'occupent du drive, qui sont obligés d'aller chercher les produits dans les rayons et qui sont en contact. Et en fait, tout ça, c'est une situation qui n'est pas forcément anticipée, mais pour l'instant, le front prioritaire, c'est celui de la santé, et je pense que l'économie passe peut-être après aussi. Oui, mais au-delà de l'économie, il y a quand même des injonctions contradictoires qui sont faites de la part notamment de Muriel Pénicaud, qui dit voilà, allez travailler. Les chefs d'entreprise ne comprennent plus ça. Donc, au-delà de l'aspect économique, il y a la santé, et même d'un point de vue sanitaire, les règles ne sont pas claires. On est avec Marc Lantéry, qui est le directeur régional de la Banque de France. Merci, monsieur Lantéry. Excusez-nous, encore une fois, on vous a fait un peu attendre, mais ravi que vous ayez accepté de patienter jusqu'au moment où on vous intègre sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour à vous aussi. Voilà. Bonjour. Donc, vous voyez, on est au cœur du sujet de l'économie. La Banque de France en région que vous représentez. Je rappelle que votre établissement se trouve rue Jeanne d'Arc, à Rouen. Vous avez un point de vue particulièrement privilégié pour suivre ce qui se passe sur l'économie régionale. Vous élaborez et vous rédigez des statistiques, d'ailleurs, sur l'économie au fil des mois et vous les portez à la connaissance de tous et des médias. Et justement, alors, dans cette conjoncture, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui se passe ici en région de votre point de vue d'observateur privilégié ? Bon, de mon point de vue, ce qui se passe en région, je ne peux pas encore vraiment le chiffrer, puisqu'on n'a pas encore d'anticipation particulière. En revanche, ce qui nous remonte du terrain, c'est ce qui remonte à peu près sur le territoire national, c'est-à-dire qu'on a un choc sévère, très sévère, que personne n'avait anticipé et dont la durée est encore incertaine. Mais ce devrait être, selon nous, un choc temporaire. Un choc temporaire, c'est-à-dire qui pourrait être facilement absorbable si ça dure que 15 jours ? Alors nous avons aujourd'hui deux batailles. Une bataille sanitaire, qui est bien sûr prioritaire, et une bataille économique. Sur la bataille économique, alors je sais qu'il faut que j'aille vite, mais peut-être deux éléments d'explication un peu techniques. Il y a d'une part un bouclier de liquidité illimité qui assure le financement de toutes les entreprises via le secteur bancaire. Ce bouclier de liquidité, il est mis à disposition des banques par la BCE. Et un deuxième bouclier, qui est un bouclier de solidité, je dirais à côté de la liquidité, qui est celui que met en place les pouvoirs publics français, avec tout ce qui a été dit, le chômage partiel, les reports de charges fiscales, la garantie bancaire à hauteur de 300 milliards pour la trésorerie des entreprises. Alors en fait, ce qui compte surtout aujourd'hui, c'est que une fois qu'on aura gagné la bataille sanitaire, c'est qu'on puisse repartir. Et donc, on n'ose pas sur des chiffres, on est sur un délai, parce que ça, on ne peut pas le connaître, mais ce qu'il faut faire, mettre en œuvre, c'est faire en sorte que lorsque la crise sanitaire sera passée, on puisse tous repartir sur un bon pied. Mais est-ce qu'on a les capacités de tenir 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 60 jours ? On n'a pas encore de date, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais en clair, combien de temps on peut tenir dans une situation comme celle-ci ? Alors, je n'ai pas de délai à indiquer, bien évidemment, mais tout ce que je peux dire, c'est que nous, on met tout ce qu'il faut en termes de liquidité pour qu'effectivement les banques puissent financer les besoins de trésorerie, des entreprises notamment. Et alors là, justement, j'ai 2 messages à faire passer, parce que 2 messages importants, me semble-t-il. Oui, allez-y. Je disais, la liquidité, elle est là. Juste, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous appelez la liquidité ? La liquidité, c'est-à-dire ce financement additionnel des banques qu'a mis en place la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire qu'elle propose aux banques de la liquidité de façon illimitée. Donc pardonnez-moi, on parle de ces 700 et quelques milliards d'euros ? Non, ça c'est autre chose. C'est pour ça que ça sera intéressant de préciser. Il faudrait peut-être le préciser, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne bien. On va dire être court, c'est pour ça, mais je vais préciser. Alors, d'un côté, il y a ce qui concerne le financement des entreprises de l'économie. Ça passe à travers la fourniture de liquidités au système bancaire. Et là, on a mis en place mardi 109 milliards de liquidités additionnelles pour les banques. Et je parle là de la zone euro. Et pour le mois de juin, on prévoit un mécanisme ultra incitatif de financement des entreprises. Si les banques maintiennent leur crédit à l'économie, elles pourront se financer à hauteur de moins 0,75%. Ça, c'est un premier point. Et puis, il y a un deuxième point qui est celui des taux à long terme. Parce que nous, la Banque centrale, elle maîtrise les taux à court terme, mais pas les taux à long terme. Et ce qu'il faut éviter, c'est une remontée sur les marchés de la dette, et notamment ce qu'on a connu en 2011-2012, avec le risque d'un fractionnement des marchés obligataires des différents États de la zone euro. Et là,
Donc ce qui a été annoncé, c'est qu'on va aller acheter 750 milliards de dettes sur les marchés, d'entreprises ou d'États, de dettes sur les marchés, qui s'ajoutent à 300 milliards qui avaient déjà été ajoutés. Donc on va acheter plus de 1000 milliards de dettes. Enfin, quand je dis c'est bien sûr la Banque centrale. Ça calme les marchés financiers et ça fait baisser les taux d'intérêt. D'accord. Donc concrètement, on a bien compris les histoires de liquidité. Voilà, c'est un résumé. Mais les entreprises, concrètement, en termes de cash, en termes de finances, qu'est-ce que vous pouvez leur garantir pour survivre aujourd'hui? Parce qu'il y en a certains, on entendait le témoignage là à l'instant d'une entreprise qui dit, voilà, dans 15 jours, dans le secteur du bâtiment. Dans le secteur du bâtiment, je mets la clé sous la porte. Est-ce qu'elles peuvent avoir, au-delà des reports de charges, au-delà de tout ce qui a été dévoilé, est-ce qu'elles vont avoir du cash sur leur compte, tout simplement? Il faut qu'elles puissent se tourner donc vers le secteur bancaire, comme je vous le disais, qui a été approvisionné en liquidité. Mais est-ce qu'il y a des directives qui ont été données au secteur bancaire? J'ai fait hier plusieurs interviews de plusieurs personnes représentant du monde bancaire qui disent on n'a pas de directive, on fait un peu au cas par cas. Évidemment, on est dans une situation exceptionnelle, donc on va peut-être être un peu plus coulant, mais est-ce qu'il y a une ligne claire qui a été donnée au secteur bancaire? Il n'y a pas de raison de douter, si vous voulez, de la mobilisation du secteur bancaire face aux demandes des entreprises. Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure sur les deux messages que j'évoquais, c'est justement le premier message, c'est que la liquidité, donc la possibilité d'approvisionner en ressources financières l'économie, elle est là. On a expliqué ce que c'était. Et donc, dans ces cas-là, surtout que les entreprises ne fassent pas de ligne de précaution. Il n'y a pas besoin d'acheter du crédit dont on n'a pas besoin. Donc ça, c'est un premier message fort. C'est un peu comme les gens qui achètent des paquets de nouilles. Voilà, ça, ne pas faire de réserve de ligne de crédit, de précaution. Et puis surtout aussi, il ne faut pas essayer d'éviter en tout cas que les délais de paiement ne s'allongent. Faire en sorte qu'on fasse appel dans ces deux domaines à la responsabilité, parce que le chacun pour soi aujourd'hui n'a pas de sens. Vous êtes en train de dire que ceux qui ont la trésorerie doivent continuer à payer ce qu'ils ont à payer et que pour les autres, il y a ce phénomène de solidarité qui va se mettre en place. Tout à fait, c'est ce que je suis en train de dire. Pour éviter justement d'engorger par la suite les... Alors, pour ce qui concerne la Banque de France, nous, on a près de plus de 80% de télétravailleurs, mais on assure quand même deux services essentiels pour les particuliers et pour les entreprises. Pour les particuliers, bon, il faut aller, je ne peux pas donner des numéros de téléphone comme ça ici pendant cet échange, mais il faut aller sur notre site internet. On a mis en place des dispositifs avec des adresses mail, etc., pour tout ce qui est surendettement, accès aux fichiers, droit d'accès, etc. Voilà. Et puis pour ce qui concerne les entreprises, il y a bien sûr les correspondants TPE-PME qui peuvent orienter dans chaque département les entreprises qui sont en difficulté vers les ressources et les dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement pour les soutenir. Et puis s'il y avait, mais il n'y a pas de raison de douter de la mobilisation, mais s'il y avait des difficultés avec les banques, on a le système de la médiation du crédit qui reste actif dans chaque département. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Lantéry. Je rappelle, pour ceux qui nous auraient rejoints là tout récemment, vous êtes le directeur régional de la Banque de France. Et à nouveau, comme avec les autres invités que nous avons régulièrement dans ce numéro quotidien, dans ce programme quotidien interactif ligne ouverte, on fera peut-être à nouveau appel à vous si des éléments d'actualité nouveaux se font jour. Merci à vous. Merci encore, au revoir et bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Juste question, pendant qu'on essaie, même qu'on va réussir, d'avoir Marc Braun, notre journaliste économique, qui va nous donner 2-3 infos très concrètes qui remontent du terrain. Comment on fait, messieurs, je me mets un peu dans les coulisses là, de la presse régionale, comment vous travaillez chaque jour? Ma question, je vais la faire plus précise. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de risque de saturer en termes d'information? Parce qu'on s'aperçoit que tout est concentré sur le coronavirus. Alors évidemment, il y a énormément de choses à dire, on le voit dans ce rendez-vous. Mais comment vous travaillez? Tout est concentré sur le coronavirus parce qu'en même temps, tout tourne autour du coronavirus. On en parlait encore il y a peu de temps. On peut tout voir par le prisme de cette crise sanitaire qui nous entoure et qu'on combat tous aujourd'hui. Que ce soit la vie culturelle, les salles de concert, les salles de cinéma, il n'y a plus d'annonces puisqu'il n'y a plus de concerts, il n'y a plus de sorties de films. Donc le risque, non, enfin, je sais pas, on en reparlera dans une semaine. Voilà, après, comme on travaille,
C'est pas parce que les gens sont confinés, la vie ne s'est pas non plus complètement arrêtée, les téléphones sont toujours là. Et il y a tous ces contacts avec lesquels on travaille tous les jours, toute l'année, ils sont toujours là. Les délégués syndicaux dans les entreprises, les responsables, les professionnels de santé, les infirmiers. On essaie de rester en contact avec tous ces gens-là. Et c'est ce qu'on disait l'autre jour, même parfois, ils sont parfois même plus dispo et plus détendus, étant donné qu'ils sont chez eux. Et tous ces contacts-là, ils existent toujours et on les sollicite toujours. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a encore une séquence complète et assez longue. Et on reste sur le terrain aussi. On a encore la possibilité d'aller sur le terrain au contact. Oui, précisons-le d'ailleurs pour tous ceux qui nous regardent, les journalistes dont vous êtes ont l'autorisation de parcourir le terrain, d'aller au contact des sujets à traiter. On peut continuer de travailler puisqu'il faut continuer d'informer les gens. Donc oui, on a cette possibilité d'aller sur le terrain sans avoir à remplir forcément l'attestation dérogatoire de déplacement. La carte de presse permet les déplacements. Permet d'exercer un peu plus librement votre métier et d'assurer la continuité de l'information. On est avec Marc Braun, journaliste économique de Paris-Normandie. Petite chronique éco. Marc Braun, bonjour. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Marc. Voilà. Marc Braun, bonjour à tous mes camarades qui sont sur le front de l'info. Oui, et vous l'êtes aussi, vous l'êtes à distance, vous l'êtes en télétravail, mais toute l'année, vous remontez dans les pages de Paris-Normandie la vie du territoire, la vie économique de toutes les entreprises qui nous entourent. Je peux vous indiquer un petit peu le menu de demain, parce que j'ai travaillé demain sur des entreprises qui s'apprêtent à fabriquer... Alors allez-y, faites-nous une petite synthèse. Alors voilà, donc très rapidement, donc vous aviez déjà le laboratoire Gilbert à Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados qui fabrique à peu près 100 000 flacons par jour. Il y a 2 jours un appel des agences régionales de santé de concert avec la Fédération hospitalière française pour fabriquer du gel, un appel au peuple. Cet appel a été relayé par la Cosmétique Vallée, qui est largement présente en Eure-et-Loire et dans l'Eure, pour la fabrication de flacons et de parfums. Et cette Cosmétique Vallée, Novacell à David-Larouen n'a pas attendu pour répondre à cet appel. Alors il faut savoir, c'est assez extraordinaire comme histoire, parce que Novacell à David fait du film plastique, du film de protection qu'on retrouve sur différentes surfaces, avec des applications industrielles, bâtiments, automobiles. Quand vous achetez un frigo, quand on vous l'installe chez vous, il y a un film plastique qui protège les surfaces. Voilà, c'est leur métier historique. Donc ils ont remis tout à plat leur process, tout en continuant de travailler pour leur partie historique. Et on constate, Marc Braun... À partir de mardi, ils sortent 300 litres par jour de gel hydroalcoolique. Il y a 20 personnes par équipe qui vont se relayer, c'est assez étonnant. Hier, j'étais déjà en contact avec eux. Ils essayaient de travailler sur vraiment un très juste prix pour la fabrication de ce gel. Et ce matin, ils m'annoncent carrément qu'ils vont donner ce gel aux ARS. C'est un beau geste de solidarité, on en parlait depuis tout à l'heure, c'est vrai que ça fait partie, on voit que le monde de l'entreprise se mobilise aussi. Merci Marc, on va écourter un tout petit peu parce que là on doit juste terminer en allant à Dieppe pour finir. Simplement, je précise qu'on vous retrouve lundi, donc collectez-nous bien toutes ces entreprises qui s'adaptent parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un véritable phénomène national qui se retrouve aussi dans notre région, de ces entreprises qui avaient finalement un outil de production pour un certain nombre de produits et qui l'adaptent justement. Voilà, juste 2 secondes, il y a les Tricots Saint-James dans la Manche qui vont faire des masques également. Voilà. Ce qui n'est pas leur activité habituelle, bien sûr. Pas du tout. Voilà, donc adaptation de nombreuses entreprises, adaptation de l'outil de production, aux besoins et aux demandes du moment. Merci Marc, on vous retrouve un peu plus longuement lundi pour les échos du territoire de notre région. Merci à vous. Merci. Et puis, pendant que la régie établit le contact avec Dieppe, messieurs, je voudrais peut-être savoir ce que vous allez nous offrir dans les pages de Paris-Normandie demain. Vous avez déjà une idée sur quoi vous travaillez ? On est en train de travailler sur on essaie de recueillir la parole des soignants qui sont sur le terrain, tous ces gens aujourd'hui on l'a vu tout à l'heure, les Rouennais mais partout ailleurs applaudissent à leur balcon, toutes ces marques d'encouragement, de remerciement. On va essayer de donner la parole à ces soignants qui sont sur le terrain, des fois dans des conditions difficiles. Dans des conditions difficiles, en tout cas, c'est vrai que Thomas, vous parliez, Thomas. On va se tutoyer, ça va être plus simple. Tu parlais des soignants. Ceux qu'on a pu joindre jusqu'ici, en tout cas, honnêtement, sont très touchés par les applaudissements et les gestes de solidarité qui arrivent et ça leur fait vraiment du baume au cœur. Alors j'imagine que c'est la même chose à Dieppe, puisqu'on a Anne-Sophie Grouet qui est journaliste à la rédaction locale de Dieppe de Paris-Normandie. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour monsieur. Bonjour Monsieur, Bonjour, Anne-Sophie. vous pouvez m'appeler Sylvain, Anne-Sophie, hein, on fait partie de la même maison. Donc voilà, chaque jour, hein, on va, dans le cadre de ce rendez-vous ligne ouverte, on va sur les différents territoires, les différentes locales de Paris-Normandie, puisqu'elles sont réparties assez largement. Intéressant de nous dire qu'est-ce qui fait l'actualité, s'agissant du coronavirus, actuellement à Dieppe. Alors à Dieppe comme ailleurs, bien sûr, l'ambiance elle est assez lourde, les rues sont vidées et puis il y a plus grand monde, y compris sur les secteurs qui habituellement sont plutôt très prisés par les Diepois et les non-Diepois. Hein. Il y a quelques personnes quand même qui circulent parce qu'il faut bien faire les courses et puis promener le chien. Les gens sont inquiets, sont un peu gênés par les dispositions, mais en général ils respectent bien les mesures de sécurité sanitaire, le respect des distances, etc. Ils sont très compréhensifs par rapport à ça. Il y a vraiment eu une prise de conscience à Dieppe depuis quelques jours. Voilà. Il y avait le sujet du ferry avec l'Angleterre à Dieppe, le sujet très précis du ferry. Comment se sont organisées les choses finalement? Eh ben, les ferries continuent à circuler aux horaires habituels. Simplement, il y a moitié moins de passagers qui peuvent embarquer, en fait, pour assurer les distances de sécurité, justement. Ça a posé problème parce que les Anglais qui étaient en France ont souhaité rentrer très vite chez eux. Et mercredi, par exemple, il y avait une file d'attente très impressionnante pour monter dans le ferry. Tous ces Anglais qui devaient passer un peu plus de temps probablement en France et qui ont souhaité rentrer au plus vite, quoi. Et dans l'autre sens, il y a aussi des Anglais qui sont arrivés avec leur camping-car lundi en plein confinement et donc on imagine qu'ils vont pas passer de très bonnes vacances, les pauvres. Pas très informés manifestement. Voilà. C'est-à-dire que lundi en Angleterre, c'était encore des circonstances très différentes des nôtres. Hein. Les mots d'ordre et les mesures étaient encore très différentes de ce qui avait été mis en place en France. Qu'est-ce qui vous manque le plus en ce moment à Dieppe, là, qui est complètement endormi? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez hâte de voir ouvrir, Anne-Sophie? Les commerces en général, l'école, parce que les enfants en télétravail, c'est bien, mais ça va un moment. Et puis mais c'est surtout l'activité commerciale en fait générale. Le port il est aussi complètement endormi. Hein. Il y a encore quelques pêcheurs qui vont pêcher. Là j'ai vu une vendeuse de poissons aux barrières qui avait déserté les lieux depuis samedi dernier. Là elle est revenue. Son mari est parti en mer, mais le cours de la coquille encrier, il s'est complètement effondré. Hein. 1,90 € contre 2,20 €, 2,50 € encore il y a quelques jours. Et puis elle se demande si ça vaut la peine de sortir le bateau, de mettre du gasoil dans le bateau, même si le gasoil a un petit peu diminué aussi au niveau du prix. Mais... Juste une question sur l'hôpital à Dieppe. Est-ce que vous avez des échos aujourd'hui du moral des troupes à l'hôpital? Apparemment ça va, ils tiennent le coup, ils sont très mobilisés, ils sont pas encore à plein pour l'instant, mais pour l'instant le moral tient bon. On commence aussi à les applaudir et à faire du bruit, notamment à Neuville hier soir pour les soutenir bien sûr. Anne-Sophie, la plage à Dieppe interdite d'accès? Et moi j'ai pas ces informations là. C'était une question, hein. Je posais une question, je n'affirmais pas. Je pense pas encore. À Veules-les-Roses je crois que c'est le cas. À Dieppe à vérifier, c'est pas encore le cas. Je suis passée ce matin, il y avait absolument personne. En même temps il s'est mis à pleuvoir un peu aujourd'hui, donc c'est moins attrayant la plage peut-être en temps de confinement quand il fait mauvais. Mais pour l'instant il semblerait qu'on a encore le droit d'aller s'y promener, s'y aérer un petit peu tout seul. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Merci. La même chose, le même remerciement que je vous fais par rapport aux autres, c'est-à-dire merci d'avoir patienté pour intervenir dans ce direct qui a été retardé, je l'ai dit plusieurs fois. Et puis on termine, messieurs, par cette petite saga qui s'est invitée à la fin du programme Ligne Directe. Vous savez, ce sont ces Diepois qui doivent passer le temps en essayant d'être imaginatifs, créatifs au niveau de la vidéo. Ça s'appelle Confinés et eux, puisque c'est l'histoire d'une confinée, et ils nous livrent une petite vidéo et on la retransmet toujours à la fin de ce rendez-vous. On vous remercie d'avoir, non pas de nous avoir suivis, mais d'avoir fabriqué ce rendez-vous ensemble avec nous. Et on se retrouve lundi prochain à 12 h, même endroit, même studio, et puis toujours en direct avec vous. Regardez, on finit avec les Diepois qui sont confinés comme partout. Salut tout le monde. Oui, Martin.
Oui. Ah, l'appareil jaune en deuxième alors. D'accord, d'accord. D'accord, ok. Bon. Oui, Martin, c'est encore moi. Je suis en train de passer l'aspirateur, j'ai pas fait les poussières. Ah d'accord. Et je fais la toile après. Ah d'accord. À tout à l'heure. Oui, Martin, c'est encore moi. Je suis devant la bibliothèque. Vous faites derrière les livres? Oui. Ah, d'accord. Merci. D'accord. D'accord. Oui, je comprends bien. Oui, non, mais je suis dessus, là. Je suis en train de la faire, je suis dessus. Mais avec qui tu parles? Bah, je suis avec Martin. Martin? Bah, notre homme de ménage. Je l'ai mis en télétravail avec le coronavirus. Oh mon Dieu! Oh là 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 là.